Sud Radio. Seul contre tous. Philippe David. Philippe David est là, bonjour Philippe, ça va ce matin? Bonjour ma chère Sophie, en écoutant Jean-Paul Delperrier, beauté d'enfer, je dois dire qu'avec votre robe bleue et Clémence avec son chemisier vert, oui, j'ai deux beautés d'enfer avec moi dans le studio. Ah, est-ce que vous êtes sympa vous alors vous le dites. Merci. Non mais c'est vrai, vous êtes un garçon très sympathique et très gentil. Vous de même. Voilà, merci. Vous et une fille. Bon, les compliments sont faits, ça y est, ça c'est fait, c'est bon, on est ensemble jusqu'à 10h pour Seul contre tous. Et vous nous dites ce matin, Philippe David, vive l'euro. Mais vous parlez de la monnaie bien sûr en un mot. Ah oui, non, l'euro de football, j'ai toujours pas digéré la finale contre le Portugal. Toujours pas digéré. Je me suis fait chambrer par Bruno Dubois avant l'émission, mais t'as pas oublié que c'était fini. Qui est notre directeur d'antenne. Oui, ça fait 15 ans. 15 ans qu'on l'a dans nos porte-monnaies. Il fait désormais la quasi-unanimité, puisque même ce week-end, suite au ralliement de Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen a mis de l'eau dans son vin. Alors on peut le dire, presque tout le monde le dit en France, vive l'euro. L'euro, c'est bien pour voyager. Vous vous rappelez, ma chère Sophie, quand vous passiez les frontières, fallait changer des francs belges. Si vous alliez à Bruxelles, passiez à Amsterdam, fallait changer des florins. Vous faisiez un détour par l'Allemagne, fallait changer des marques. C'est quand même sympa l'euro quand on voyage beaucoup, franchement c'est bien, c'est pourquoi je le dis, Seul contre tous, de 9h à 10h sur Sud Radio, vive l'euro. Et puis ça apporte de la stabilité, rappelez-vous les dévaluations compétitives qu'on avait à l'époque, les Espagnols, les Portugais, les Italiens, ça dévaluait comme ça tombait à gravelotte. C'est pourquoi je le dis, Seul contre tous, vive l'euro. Et puis si on sortait de l'euro, il y aurait quand même des conséquences avec les presque 5 000 milliards de dettes, parce que quand on dit 2200 milliards de dettes, on oublie juste les engagements sur les retraites des fonctionnaires et le recyclage des centrales nucléaires qui, vous me passerez l'expression, ne seront pas gratos. Ça veut dire qu'on dévaluerait le franc tellement massivement qu'en allant faire le plein à la pompe, parce que je rappelle qu'on paye notre pétrole en dollars, il faudrait laisser la moitié de son salaire pour faire le plein d'une voiture de type Twingo ou 106, donc ça, ou 107, pardon, je suis un peu en retard, 108 même, donc ça ferait vraiment très très cher. C'est pourquoi je le dis, Seul contre tous, vive l'euro. Si vous voulez nous appeler et réagir, eh bien faites-le, 0826 300 300 et sudradio.fr pour laisser des commentaires. Avec nous, Philippe Murer, économiste au cabinet de Marine Le Pen. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Et Sylvain Gargasson, membre du bureau national de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, le parti de François Asselineau. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue sur Sud Radio. Bon, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi quand je dis... On va commencer avec Sylvain Gargasson, c'est la première fois qu'il vient dans ce studio. Allez-y, honneur à lui. Merci. Comme je dis, c'est pas messieurs les Anglais tirer les premiers, c'est messieurs de l'UPR tirer les premiers. Vous n'êtes pas d'accord avec moi quand je dis vive l'euro? Non, en effet, je suis pas d'accord avec vous. Alors, vous parliez par exemple des facilités quand on change de pays pour faire du change. Bon, c'est un argument qui est sympathique, mais faire du change aujourd'hui, c'est pas très compliqué. Si vous allez en Suisse, vous avez le franc suisse. Si vous allez aux États-Unis, vous êtes bien en dollars. Dans tous les cas, dans n'importe quel aéroport du monde, vous arrivez à un coup de carte bleue dans un distributeur automatique de billets. Et voilà, votre change, il est fait. Avec une commission grattée à chaque fois par les banques? Oui, elle est pas délirante, la commission, elle est pas énorme. Et puis je pense qu'en rentrant un peu plus dans le détail, on pourra vous prouver que l'euro nous coûte bien plus cher que ces petites commissions, puisque vous parliez tout à l'heure de dévaluation compétitive. Aujourd'hui, on dit qu'en France, on a des problèmes de compétitivité. Il faut peut-être voir un rapport entre l'absence de dévaluation compétitive et le manque de compétitivité en France. Philippe Murer, vous n'êtes pas d'accord avec moi quand je dis vive l'euro? Oui, par contre, je peux être d'accord qu'avec Sylvain Gargasson quand il dit il y a ce problème de compétitivité. C'est le principe de Seul contre tous. Voilà, c'est le principe et c'est vraiment dur et on vous dit bravo pour votre courage. Mais vous savez, j'ai pas fait partie de la promotion de la Légion d'honneur de Pâques, je le dis en passant. Mais ça va venir, on n'a pas de doute là-dessus. Effectivement, il y a ce problème de compétitivité et pour une fois, on est d'accord avec, c'est l'ensemble des acteurs économiques qui le disent. Et ça, c'est une des rares choses juste dans le débat économique. Alors, le problème de compétitivité, vous pouvez le régler de deux manières. Vous pouvez faire comme Macron, plus de lois travail, c'est ce qu'il a promis par ordonnance, voire des baisses du salaire, en tout cas, ou des détricotages de protection sociale, ou alors une autre méthode beaucoup plus indolore, et cette méthode, c'est de baisser le niveau de votre monnaie, de déprécier le niveau de votre monnaie pour retrouver votre compétitivité. Et pour donner un exemple parlant aux auditeurs, imaginez que le franc soit 20% moins cher que le Deutschmark, parce que c'est notre principal problème avec l'Allemagne, que le Deutschmark... vous voulez dire que l'euro, c'est le Deutschmark qui a changé de nom? Oui, c'est un peu ça. Mais surtout, c'est notre problème de compétitivité, et surtout par rapport aux pays du nord de l'Europe, et par rapport au Deutschmark.
Imaginez que l'euro soit 20% moins cher. À ce moment-là, les voitures Peugeot fabriquées en France... Le franc soit 20% moins cher. Le franc soit 20% moins cher, que le Deutschmark. Donc les voitures fabriquées en France, les Peugeot fabriquées en France vont être tout de suite beaucoup moins chères que les Volkswagen fabriquées en Allemagne. Et elles vont se vendre comme des petits pains, non seulement en France, mais dans l'Europe entière. Et donc on voit tout de suite que ça va nous permettre de restaurer nos exportations et notre compétitivité. De manière assez indolore, plutôt que de le faire par des baisses de salaire ou des lois de travail où il y a 1 million de personnes dans la rue. Oui, mais la dévaluation, en France, on l'a pratiquée massivement. Dans les années 50, il fallait 1 franc pour faire 1 mark, à peu près. Quand on est passé à l'euro en 2002, il fallait 3 marques et quelques, 3 marques presque 50, entre 3,30 et 3,50, je sais plus, pour faire 1 franc. Et pourtant, l'économie allemande est toujours allée mieux que l'économie française. Non, ça c'est pas vrai. Ah non, dans les années 60, 70, c'était l'économie française qui se portait le mieux du monde avec l'économie italienne, mieux que l'Allemagne. Mais de toute manière, l'Allemagne est une anomalie et c'est bien ça notre problème. C'est la monnaie la plus forte du monde, avec peut-être le franc suisse, ils se battent l'un contre l'autre. Mais ils n'ont pas la même puissance industrielle. Et d'être aligné sur cette monnaie la plus forte du monde, c'est un peu compliqué pour la France. Par contre, le franc est une monnaie qui est à peu près aussi forte que le dollar. Sur moyen terme, sur 100 ans, c'est à peu près la même force. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. On peut suivre une monnaie comme le dollar, mais pas une monnaie comme le Deutschmark. Et pour vous dire, la dévaluation compétitive, il y en a une en 58 par De Gaulle, il n'y en a pas pendant 11 ans. Et la conséquence, c'est 3,5 à 4% de croissance, une inflation mesurée et donc une économie qui se portait hyper bien. On va au standard de Sud Radio, 0826 300 300 si vous voulez vous exprimer sur le sujet. Philippe David, lui, est pour l'euro, il dit vive l'euro, et vous, qu'en pensez-vous? Direction Blagnac, vers Toulouse avec... comment s'appelle-t-il? Ah bah voilà, j'ai perdu. Frédéric, alors. Ma chère Sophie, j'ai une baisse de régime. Ma chère Sophie, Frédéric vous trouble. Voilà. Ça c'est vrai. Frédéric m'a troublé, toutes mes excuses. C'est à vous. On vous écoute. Oui, bonjour à tous. Non, je suis totalement d'accord avec Philippe sur la question de vive l'euro, pour une raison fort simple. Nous avons tous notamment des crédits immobiliers, d'accord, que nous payons en euros et que nous avons emprunté en euros. Donc, le fait de repasser à une autre monnaie en cas de dévaluation, même si elle n'est que de 10 ou 15%, nous amènerait à payer nos crédits immobiliers de 10 à 15% plus cher. Parce que vous doutez bien que l'établissement bancaire, nous ayant prêté en euros, ne va pas nous dire, écoutez, maintenant, vous êtes redevenu à 1 franc, on va considérer qu'1 franc égale 1 euro et vous avez payé votre crédit. Donc, automatiquement, ça nous amènerait sur une dévaluation. Et puis, toutes les cotations et tous les économistes réunis, de quelque bord politique que ce soit, sont d'accord sur ce système de dire que si nous passons sous une monnaie autre que l'euro, avec aujourd'hui la dette abyssimale que nous avons, nous allons connaître de toute façon une décote, une dévaluation. Et à partir de là, nous paierons forcément tout plus cher. Et Philippe a eu raison de préciser que grâce à l'euro, nous payons aussi, depuis une quinzaine d'années, notre pétrole beaucoup moins cher, puisque le baril de Brent se fait toujours en dollars. Et nous payons 20% moins cher. Donc non, il faut rester à l'euro. Après, je ne comprends pas la position de Marine Le Pen sur le fait d'avoir 2 monnaies. Est-ce qu'on aura deux billets différents dans nos porte-monnaies, une en euros pour nos entreprises pour payer nos factures, et une autre pour le courant, je dirais, de la vie de tous les jours sur un franc euro. Et à partir de là, je me pose une question, c'est que de toute façon, nous allons être rémunérés en France par des entreprises françaises, donc avec la monnaie locale qui sera mise dedans. Il faudra peut-être à ce moment-là remettre au niveau de l'euro si on paye des factures dessus. Donc c'est un petit peu incompréhensible. Et je pense que vu la dette que nous avons et les cotations de Banque de France vont s'effectuer par rapport à notre système français. Nous avons combien? Un peu plus de 2000 milliards à aujourd'hui de dettes, sans compter... On est à plus du double. Hein. Si on fait vraiment les calculs, on est à plus du double. Si on compte un entrepreneur qui présenterait un bilan aussi falsifié en mettant pas les provisions dedans, il se retrouverait en tôle pour présentation de faux bilan. Je vous le dis tout de suite. Mais si on présente un bilan à 5000 milliards de dettes, je peux vous dire qu'à Bruxelles, là, à la commission, ça passe pas. Non seulement ça passe pas à Bruxelles, mais alors une entreprise qui aujourd'hui serait dans le même système que la France aurait depuis fort longtemps été mise en cessation de paiement et en liquidation. D'accord? Et en plus de ça, même si on prend un exemple très béotien, vous allez demander un crédit. On va vous accorder un crédit à partir du moment où vous avez un taux d'endettement maximum de 33%. 30. Voilà, ou de 30. Aujourd'hui, nous sommes quasiment à 100%, voire 110% dans quelques temps. Donc comment voulez-vous que face aux institutions financières, on puisse arriver en disant, écoutez, coucou, on sort de l'Europe, d'accord, on revient avec notre monnaie, et en fin de compte, tout va bien se passer parce que vous allez nous prêter autant d'argent, plus les 100 milliards que l'on veut
dans certains programmes politiques réinjectés pour l'économie, mais on vous remboursera, vous inquiétez pas, avec une monnaie qui va. Donc ça tient pas la route, il faut absolument rester à l'euro, c'est notre force et on le voit. Alors vous parliez d'Airbus tout à l'heure, Airbus a connu une poussée grandissante grâce effectivement à cette poussée au niveau de l'Europe, puisque un certain nombre d'avions sont construits inter-européens entre l'Allemagne, l'Angleterre, etc. Donc il faut rester européen, c'est une grande force de notre pays, notamment financière. Frédéric, merci beaucoup Frédéric de Blagnac. Par contre, je rappelle qu'Airbus facture toujours ses avions en dollars. C'est quand même important à rappeler. Merci beaucoup Frédéric de Blagnac. Je vais faire réagir nos deux invités. Vous n'avez pas parlé depuis quelques temps. Sylvain Gargasson, vous êtes membre du bureau national de l'UPR, l'Union populaire républicaine. Vous entendez Frédéric qui dit votre crédit immobilier, si on le repasse en euros, en France, ça va poser certains problèmes. Et dans ce domaine, il dit vrai. Alors non, moi je pense qu'il dit faux. Il devrait regarder son contrat d'emprunt. En fait, dans les clauses, il trouvera le fait que il a l'obligation de rembourser son crédit en monnaie nationale. Donc en fait, quand on est passé de l'euro au franc, ses dettes ont été converties du franc à l'euro. Ses dettes ont été converties de franc en euros. Son épargne aussi. Son épargne aussi. En Allemagne, il y a des gens qui avaient qui avaient fait des emprunts, vis-à-vis de l'Allemagne en marques, qui était, comme le rappelait Philippe Murer, la monnaie la plus forte du monde, et ils ne savaient pas ce que serait l'euro, donc eux aussi auraient pu tiquer. Et ils n'ont pas eu le choix, puisque de toute façon, les contrats sont ainsi faits. Donc il faut savoir qu'à peu près 97% de notre dette est libellée en droit français, c'est-à-dire que si on sort de l'euro, ce sera remis en francs, et il n'y aura pas d'évaluation ou je ne sais quoi. Certains ensuite sont inquiets sur le fait qu'on ne nous prêtera plus d'argent dans ce cas-là. J'y crois absolument pas, et en plus de ça, les Français sont parmi les plus gros épargnants, ce qui fait qu'il y a aussi une assise financière en France avec des possibilités législatives. Enfin, ça c'est encore un autre sujet. Pour ce qui est d'Airbus, il nous a dit, on en a parlé précédemment. Moi, j'ai pas entendu Airbus citer. Pas parlé d'Airbus, c'est pour non, ça. Personne. Bon, mais bon. Frédéric qui appelait de Blagnac, vous tournez la tête, vous voyez toujours un Airbus ou au sol ou dans le ciel. Moi, je contredis ce qu'il nous dit et je m'appuie tout simplement sur les déclarations du PDG d'Airbus. Qui disait que quand l'euro monte, ne serait-ce que de quelques centimes sa parité vis-à-vis du dollar, ça représentait des pertes sèches pour Airbus en termes de vente. Parce que Airbus facture en dollars, faut le rappeler. Oui, Airbus facture en dollars, mais lui, il paye ses ouvriers, notamment français, en euros. Et du coup, quand il y a un delta, que l'euro monte, comme on a pu le voir monter jusqu'à 1,50€ pour $1, pour Airbus, c'est une perte énorme. Donc, qu'il aille se renseigner sur ce que disait le PDG d'Airbus, qui est sans doute mieux placé pour savoir ce qui se passe. Philippe Murer. Alors moi, la question des dettes, je croyais que c'était vous qui alliez me poser cette question vicieuse des dettes qui allaient rester en francs, en euros, et donc ça allait nous ruiner. Que je suis quelqu'un de vicieux, j'attendais à votre question vicieuse. Dans vos questions uniquement. Merci. Alors je vous remets, j'aurais bien aimé le remettre à l'auditeur, le règlement... Frédéric, le règlement 1103, il peut aller le chercher d'ailleurs sur internet, il tape règlement 1103 du Conseil du 17 juin 97. Qu'est-ce qu'il dit ce règlement ? Ça a été le règlement qui disait que toutes les dettes en francs, ou toutes les dettes en marque, doivent passer en euros, que ce soit les dettes des entreprises, donc privées, des entreprises, des ménages ou de l'État. Donc il dit exactement cela, et en fait le débat est vraiment clos, puisque c'est le texte officiel de l'Union européenne, et on peut l'utiliser à l'inverse. Ouh là là, je suis en train de taper le micro, en faisant des grands gestes. Le micro d'à côté. Et en fait, donc c'est le texte symétrique qu'on utiliserait de la même manière si on sortait de l'euro pour que nos dettes repassent en francs. Donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais par contre, il a parlé d'un point. Comment est-ce qu'on ferait avec deux monnaies ? Parce que Marine Le Pen a parlé ce week-end de deux monnaies. Comment est-ce qu'on ferait ? C'est ce que disait Frédéric. Alors, elle a dit qu'effectivement qu'on voulait une souveraineté monétaire. Donc il y aurait une monnaie franc qui serait en France, quoi qu'il arrive. Et si nos partenaires sont d'accord, on garderait l'écu, en fait, une monnaie d'échange pour les grandes entreprises. Mais pour le particulier, ça changerait rien. Avant 2002, pardon. Avant 2002, mais avec des parités glissantes. Ça veut dire qu'en fait, il faudrait bien que le franc... qu'il n'y aurait plus de serpent monétaire ? Si, on aurait un serpent monétaire, mais qui serait glissant. C'est-à-dire que le franc pourrait être dévalué ou la monnaie grecque pourrait être dévaluée par rapport aux marques pour qu'on ait un équilibre des balances commerciales. La monnaie grecque, elle serait vraiment dévaluée. Ah oui, ça, là, on serait à 50%. Là, elle serait quelque part entre le dollar zimbabwéen et la roupie pakistanaise. Puis l'autre problème de la monnaie grecque, c'est que de toute manière, elle a 180% de dette sur PIB, la Grèce, donc de toute manière, c'est un État qui est en faillite. D'ailleurs, pour sauver l'euro, la France a prêté 40 milliards d'euros. L'État français a prêté 40 milliards d'euros au moins à la Grèce, et ces 40 milliards d'euros, il y en a la moitié qui sont perdus, puisqu'elle pourra rembourser que la moitié de sa dette. C'est là où il y a un coût de rester dans l'euro, où on reprête toujours beaucoup d'argent aux États. Et pour vous, deux monnaies, c'est crédible ?
Sylvain Gargasson ? Ça a existé avec le système de l'écu. Après, moi, j'y suis pas spécialement favorable. Je suis plus pour chacun une monnaie nationale et puis ça suffit bien. Il n'y a pas besoin de rajouter de la complexité. Puisqu'on parlait de la Grèce, par exemple, le plan de sauvetage de la Grèce inclut notamment que les nouveaux prêts qui ont été octroyés à la Grèce ne sont pas en droit grec, mais en droit anglais. Ça prouve bien toute la réalité de ce qu'on est en train de dire avec Philippe. C'est-à-dire que si demain la Grèce... Exactement. Si la Grèce demain sort de l'Union européenne, elle, en revanche, sa dette va exploser. Et si les gens l'ont fait, c'est parce que justement, ils craignent ça. 0826 300 300, c'est le numéro de Sud Radio. Si vous voulez parler en direct avec Philippe David, avec ses invités Seul contre tous, c'est jusqu'à 10h. Le sujet, vive l'euro. C'est ce que vous dit Philippe David. Si vous pensez comme lui, vous nous appelez. Si vous pensez le contraire, vous nous appelez. Vous avez la parole. C'est le principe sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Seul contre tous. Philippe David. En ce mardi 2 mai, Philippe David vous dit dans Seul contre tous, vive l'euro. Lui ne veut pas qu'on change notre monnaie, il veut que ça reste comme ça, talala. Et vous, qu'en pensez-vous? Talala. J'ai l'impression d'entendre Renaud faire Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous voulez qu'on garde l'euro ou pas? Vous nous le dites au 0826 300 300, ça se passe aussi sur sudradio.fr avec Clémence qui surveille vos votes. Et on veut garder Clémence aussi. Mais il n'y a aucune raison qu'on se sépare de Clémence, en fait. De quoi vous parlez? N'importe quoi. Vraiment. Non mais surtout moi je tiens à révéler les coulisses de Sud Radio et Philippe ayant vu que son score n'était pas très bon pour lui, il est allé vite voter sur son petit téléphone portable. C'est pas vrai, voilà. Mais quel filou celui-là alors. Pour lui-même, si c'est pas beau ça. Bon alors en tout cas vous êtes malgré tout 89% pas d'accord avec Philippe David quand il dit vive l'euro, avec des commentaires comme celui de Christophe Castaner sur Twitter. Donc lui on le signale, hein, c'est un porte-parole d'Emmanuel Macron, donc au moins c'est clair. Il dit Marine Le Pen nous perd avec la sortie de l'euro, alors que son projet tourne à plus de 70% autour de ce sujet. Et évidemment, il revient sur la petite cacophonie qu'il y a eu ce week-end à propos de l'euro. À propos de l'euro. Voilà, très bien. Et Renaud, c'est bon, pas de commentaires Non, on va s'arrêter là, on va continuer. Il faut laisser la liberté d'expression à Clémence quand même. Bien sûr. Attention. C'est sacré la liberté d'expression. Mais oui. Surtout sur Sud Radio. Oui. Didier nous appelle de région parisienne, Romainville, dans le 9-3, comme on dit, le 93. Salut Didier, merci d'être avec nous dans Seul contre tous. Bonjour Didier. Vous avez la parole. Philippe David et Sophie Gaillard, que j'écoute le soir dans les ânes d'ailleurs, et c'est super. Voilà. Merci. Et ce soir, on a Christine Kelly, qui a écrit un livre sur François Fillon. C'est la première fois que c'est une biographie qui sort. Voilà, donc je serai dans ma camionnette, j'écouterai ce soir. Soyez là, surtout dans la camionnette, j'y tiens. Les ânes, alors je rappelle, c'est de 17h à 18h, voilà. Une émission où on se poile du début à la fin. Avec Jacques Maillot, Michel Guidoni et Gilles Détroit. Et vous aussi, ma chère Sophie. On vous écoute, Didier. Oui, donc l'euro, pour moi, c'est une catastrophe parce que tout simplement, le pain a augmenté, tous les produits de première nécessité ont augmenté. C'est vraiment, avant l'euro, on payait une baguette de pain, on va dire, 3 francs. Maintenant, une baguette de pain, c'est 1 euro, donc 6,50. Voilà, il y a ça. Enfin, tous les produits de première nécessité, il y a quasiment rien qui n'a pas augmenté depuis l'euro, quoi. Il y a peut-être quelques produits qui ont baissé, mais moi, je les connais pas. Voilà. Mais Didier, je vais vous prendre un exemple. Le problème, c'est que tous les fabricants, alors je sais que c'est interdit par la loi de faire des prix publics parce que les prix sont libres, mais on va pas se raconter d'histoire. Les 3/4 des produits, que ce soit l'électroménager, etc., les fabricants disent en douce aux distributeurs, tu vends tel produit à tel prix et comme ça je te file tant de marge. Vous voyez, un peu. Si on revenait au franc, pour être au prix psychologique, mais qu'est-ce que vous croyez que les fabricants baisseraient leur prix? Non, ils les réaugmenteraient à nouveau. Ils baisseraient pas, ils les stabiliseraient, je suppose. Enfin, j'espère en tout cas. Vous y croyez qu'il les stabiliserait? Moi je crois plutôt qu'il leur mettrait une bonne petite poussée vers le haut. Vous savez, il n'y a pas de petit profit. Ouais, d'accord. Mais enfin bon, moi je pense que, pour moi en tout cas, l'euro ça a vraiment été la catastrophe. Enfin, moi, voilà. Et vous voudriez revenir au franc, Didier? Oui, absolument. Eh bien, écoutez Didier, c'est votre avis, c'est votre droit de le défendre et nos invités vont réagir. Sylvain Gargasson, vous êtes membre du bureau national de l'UPR, le parti François Asselineau, l'Union populaire républicaine. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Didier? Vous pensez comme lui, je parie? Alors oui, en effet, je suis assez d'accord avec lui. Ce dont on est en train de parler là, c'est l'inflation. C'est vrai que les défenseurs de l'Europe ont toujours dit que l'euro amène peu d'inflation. Alors certes, l'augmentation des prix, c'est peu d'inflation, mais quand il n'y a pas d'augmentation des salaires, c'est tout de suite beaucoup plus gênant. C'est-à-dire que si les prix augmentaient beaucoup, mais que nos salaires aussi, au final, ce ne serait pas si dérangeant que ça.
Ensuite, il y a un deuxième sujet. Vous parliez des prix, des prix psychologiques et du fait qu'on allait réaugmenter. Dans le programme de l'UPR, on a prévu de sortir à 1 euro égale 1 franc. C'est beaucoup plus simple, aussi bien d'un point de vue informatique que d'un point de vue intellectuel, de se dire, bah voilà, ma baguette qui coûtait 1 euro, et elle va coûter 1 franc. C'est déjà beaucoup plus simple à faire et ça évite les hausses de prix à l'arrondi que nous avons eues lors du passage du franc à l'euro. Parce qu'on a eu des grosses hausses de prix, sur les petits prix, notamment les sauces dans les restaurants, oui, il y a eu des x2, x3 avec les arrondis. C'est la même sauce, mais ça vaut plus du tout le même prix. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Dans les distributeurs automatiques de boissons, en général, c'était 5 francs. Vous êtes passé directement à 1 euro, donc 6,50, ce qui fait quand même une grosse augmentation. Oui. Tout le monde s'est sucré sur ce passage du franc à l'euro avec des arrondis. Une boisson sucrée. Bien, c'est le cas de le dire. Et donc c'est pour ça que il faut faire attention à la façon dont on sort. Il faut sortir l'idéal, 1 euro égale 1 franc, et ensuite on laisse dévaluer légèrement le franc sur les marchés internationaux, justement pour récupérer notre retard de compétitivité vis-à-vis de l'Allemagne, mais vis-à-vis du reste des pays du monde. C'est-à-dire que les monnaies s'ajustent les unes envers les autres de façon automatique sur les marchés. Nous, on s'est enlevé cette possibilité en rentrant dans l'euro. Et c'est en train de créer un désastre. Et donc on va revenir au franc quoi qu'il arrive, puisque l'euro ne peut pas fonctionner sur le long terme. Et je rappellerai, pour faire un peu d'histoire, que ce sera la 3e fois que nous revenons au franc, et qu'à chaque fois ça a été la libération de la nation. Donc il est urgent que l'on revienne au franc, notamment pour ce qui risque d'arriver avec aussi l'Italie. C'est-à-dire que l'Italie a des gros problèmes en ce moment. Y compris un gros pôle bancaire qui est au bord de la faillite. Et exactement. Du coup, le Conseil italien a quand même demandé à la Banque Centrale Européenne comment se passerait une sortie de l'euro. Et on leur a dit qu'ils devront payer leurs dettes à vue. Ça veut dire instantanément. Et ils ne pourront pas le faire. Et s'ils ne le font pas, la France, représentant à peu près 20% de la BCE, on devrait se retrouver avec une dette de 100 milliards d'euros supplémentaires en instantané. Voilà. Philippe Murer, vous êtes économiste au cabinet de Marine Le Pen. Vous avez entendu Didier qui lui dit « Moi je préférais le franc ». Et il dit « Regardez, les prix ont augmenté, mais si on repasse au franc, les industriels vont pas en faire cadeau, ils vont réarrondir là au franc supérieur. » Mais même au franc très supérieur. Non, parce que l'explication de Sylvain Gargasson, il n'y a pas grand-chose à rajouter parce que c'était très bien expliqué. Mais 1 euro égale 1 franc, donc ça bougera pas. Tous les repères seront les mêmes. Et c'est vrai que sur les produits qui étaient à petit prix, qui étaient à combien coûtait un café avant l'euro? 4 francs, 5 francs? Ça dépend, c'était 5 francs, oui. Ouais, maintenant on est plutôt à 2-3 euros. On voit que ça dépend où vous le buvez. Ça dépend où. Hein. Ah oui. Ou si vous allez au Fouquet's. Non, mais même à côté. Je vais pas dire à la Rotonde parce que vous êtes parti pris. Mais là, vous allez peut-être le payer 3 euros. Si vous allez au café à Romainville à côté de chez Didier, c'est plutôt 1,50 €. Mais je regardais à Paris où on est passé vraiment une explosion des prix des cafés, des bières, de la baguette et des produits de première nécessité à petit prix en fait. Il y a eu une inflation différente selon que ce soit des produits chers ou des produits peu chers. Et c'est plutôt les classes populaires qui ont payé la note puisque c'est les produits qu'ils achètent le plus de première nécessité qui ont explosé. Mais alors quand même, Sylvain Gargasson, il y a quand même un point important, et on en parlait, c'était Frédéric qui en parlait tout à l'heure. Toutes nos importations de matières premières, et malheureusement en France, on n'a toujours pas de pétrole 40 ans après, même si on a toujours des idées. Notre pétrole qu'on paye en euros, mais alors je sais pas moi, quand Mittal fait de l'acier en Lorraine, le minerai de fer il le paye en dollars, le charbon il le paye en dollars, etc. Si jamais on dévaluait, on va avoir, ça va être impossible. Le prix de l'essence, si on dévalue de 20%, on peut augmenter de 20% déjà le prix du litre. C'est-à-dire on va passer d'1,50 € pour du sans-plomb à 1,40 €, 1,50 € à 2 €. Alors pas du tout. Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons pour ça. Il y a beaucoup d'économistes qui ont travaillé sur le sujet du retour au franc et notamment Philippe Murer qui avait fait un excellent travail à la Fondation Res Publica avec Jacques Sapir. Faut savoir que dans votre litre de gasoil ou de super que vous achetez à la pompe, il y a plusieurs choses. Premièrement, il y a la matière première, en effet. Deuxièmement, il y a le service. Je veux dire, le pétrole ne se raffine pas tout seul et n'arrive pas à la pompe tout seul. Et surtout, troisièmement, et c'est là la grosse part que tous les auditeurs connaissent très bien, c'est notamment la TIPP, la TVA. Alors là, j'explique, la TIPP, c'est la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Tout à fait. Et par exemple, si nous sortions de l'euro pour un retour au franc, les différents établissements bancaires, notamment Natixis, prévoient qu'il y aura une dévaluation aux alentours de 10,
15%. À ce moment-là, on pourrait réguler avec la TIPP. L'euro est quand même passé... moins pour l'État. Mais l'euro est passé de 1,50$ à aujourd'hui à peine plus d'$1. Ça veut dire qu'on a eu une dévaluation énorme sur les 3 dernières années. Est-ce que votre prix du pétrole a été multiplié par 3 ? Non, parce que le prix du baril a baissé. Parce que le prix du baril a baissé, mais je veux dire, même comme vous le disiez, dans les biens de consommation, pas de consommation courante, mais quand vous achetez un téléphone, un ordinateur ou autre, ce ne sont que des prix de marché. C'est-à-dire que il y a 3 ans, à 1,50€ et $1,50 égale 1 euro, vous achetiez un iPhone qui coûtait $1000, il vous coûtait 1000 €, et aujourd'hui vous achetez le même iPhone qui coûte $1000, il vous coûte toujours 1000 €. Où est passée la différence ? Donc si demain on revenait au franc, il y aurait toujours aussi les prix de marché. C'est vrai, vous avez raison, c'est que les entreprises compriment leurs marges. On voit bien qu'Apple a comprimé ses marges quand l'euro a baissé de 30% par rapport au dollar. Excusez-moi, mais Apple, ils ont de telles marges qu'ils peuvent se permettre de les comprimer. C'est vrai, BMW aussi, parce qu'il y a beaucoup de produits importés qui sont aussi des voitures allemandes et très chères. Et effectivement, elles peuvent comprimer un peu leurs marges. Et par contre, pour nombre d'entreprises, comprimer les marges, parce que c'est sûr que quand on a des marges, vous me passerez l'expression, dithyrambiques, comme Apple ou les constructeurs allemands de berline haut de gamme, c'est des marges énormes. La plupart des entreprises peuvent pas se permettre ce type de... Oui, et comme l'euro est en politique tarifaire baissière, pardon. Alors là, en plus, c'est beaucoup moins compliqué de défaire l'euro maintenant qu'il y a 3 ans, quand l'euro était très très fort, $1,50, parce qu'en fait, le franc aurait besoin de peu baisser par rapport au dollar. C'est surtout le Deutschmark qui va se réévaluer, donc il y aura un effet de choc très très faible. On reste avec vous jusqu'à 10h avec Philippe David. Ses invités, ils sont tous là pour parler de l'euro. Et Philippe vous dit vive l'euro en direct sur Sud Radio. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous êtes d'accord avec Philippe David ou au contraire, comme Didier tout à l'heure qui passe à l'antenne, lui qui est contre l'euro ? Allez-vous nous le dites, vous avez la parole et vous la prenez au 0826 300 300. Commentaire également sur sudradio.fr. À tout de suite. Sud Radio. Seul contre tous. Philippe David. Philippe David est là avec ses invités et vous aussi, car on a besoin de vous. Vous pouvez réagir sur le sujet. Philippe David vous dit ce matin, vive l'euro. Et vous, qu'en pensez-vous ? Êtes-vous d'accord avec Philippe ou au contraire non, vous ne voulez plus de l'euro, vous voulez repasser au franc, pourquoi pas ? Allez, vous nous dites au 0826 300 300 et sur sudradio.fr où il y a Clémence qui surveille vos votes et vos commentaires. Oui, tout à fait. Philippe, est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas encore voté pour vous ? Attendez, déjà, je vous en prie, on ne peut voter qu'une fois. Déjà ? Ah oui, c'est vrai. Sauf si j'avais allumé mon ordinateur, demandé le portable mais lui, de Sophie. Il a 15 comptes, c'est pour ça, donc il vote autant qu'il veut. Qu'est-ce que vous êtes médisante, ma chère Sophie. Donc, non, je n'ai pas voté pour moi. Et donc, vous êtes désormais 83% pas d'accord avec Philippe David. Donc, c'est quand même une légère progression, on va le dire. 6%, tout est relatif. Mais... Exactement. Et on a un commentaire d'Éléonore de Villepillière, qui est journaliste, qui cite elle-même le journaliste François Langlette, qui était sur France 2 hier. Et elle dit franc ou euro, c'est comme boire ou conduire, il va falloir choisir. Donc, une interpellation pour le FN. J'aime bien le voir ou conduire, il faut choisir, c'est amusant. Avec nous, Sylvain Gargasso, membre du bureau national de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, le parti de François Asselineau, et Philippe Murer, économiste au cabinet de Marine Le Pen. Sylvain Gargasson, les faits sont têtus. On a quand même une 50aine de milliards de déficit commercial. Donc en fait, malheureusement, ce qu'on achète en France, très souvent, c'est du made in China, made in Bangladesh, made in Poland, made in ce que vous voulez. Et donc, si on dévalue, tout ce qu'on importe va être plus cher. Donc on va avoir une grosse baisse du pouvoir d'achat pour les Français. Alors, plusieurs choses. Déjà, si notre balance commerciale est déséquilibrée, il y a 2 raisons. C'est en effet notre monnaie qui est trop forte, qui fait que nous n'arrivons pas à exporter. La balance commerciale, c'est l'export vis-à-vis de l'import. Donc si on ne regarde que l'export ou que l'import, ça n'a pas de sens. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que les lois européennes autorisent les délocalisations et autorisent les marchés, les produits de l'extérieur de la France à rentrer chez nous avec un taux de taxe et pas de quota, enfin un taux de taxe très faible et pas de quota. Donc ça aussi, c'est un deuxième sujet. Déjà, si on retournait au franc, on exporterait beaucoup plus. Et qui plus est, le problème que ça pose, en fait, c'est plus un problème, on va dire, psychologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français ont le choix soit d'acheter français mais cher, ou d'acheter plein de produits très bon marché venus d'Asie, mais ils perdent leur travail. Voilà. Le choix qu'on laisse aux Français, c'est celui-là. Et on leur demande de ne pas devenir fous. C'est délirant, je veux dire, quel responsable politique peut dire aux gens, écoutez, voilà, soit vous achetez tout, vous êtes au chômage, soit vous vous contraignez pour garder votre travail à acheter uniquement français. Mais dans le temps, on peut même plus acheter français. Je vous prends un exemple.
parlait de Whirlpool la semaine dernière, ça fait 20 ou 25 ans qu'il n'y a plus un réfrigérateur ou un congélateur fabriqué en France. Oui. Et donc parfois on n'a pas le choix, ou alors sauf si vous voulez plus avoir de frigo chez vous. Mais là, c'est ennuyeux. Le problème, c'est qu'en effet, ça fait quand même des années qu'on est dans cet état et que du coup les sociétés partent les unes après les autres. Les traités européens autorisent les délocalisations. Ça, c'est sur le papier. La réalité, c'est qu'ils forcent aux délocalisations. Si vous étiez PSA et moi Renault, moi je décide de partir pour avoir de la main-d'œuvre chinoise à bas coût. Je ramène mes véhicules, j'ai augmenté mes marges puisque le chinois est pas cher et je baisse un petit peu le prix de mes véhicules. Pas grand-chose, 5-10%. Vous faites quoi ? Vous n'êtes plus compétitif. En France, vous n'êtes plus compétitif. Donc je ne vous laisse pas le choix. Soit vous mettez la clé sous la porte, soit vous allez vous aussi dans des pays à bas coût de salaire, de main-d'œuvre. Donc voilà, on est dans ce monde de fous où via l'ouverture des frontières d'un point de vue commercial, l'arrêt des quotas ou autre, on rentre dans un monde de folie où on oblige les sociétés à partir à l'étranger. Et donc on se retrouve sans travail, mais avec des produits peu chers. Ça n'a aucun sens. Philippe Murer, vous êtes économiste au cabinet de Marine Le Pen. Avec notre déficit commercial, une 50aine de milliards, quand même, c'est pas rien, c'est même énorme. Si jamais on sortait, qu'on dévaluait, mais on va voir tout ce qu'on achète va être beaucoup plus cher, donc on va avoir une grosse chute du pouvoir d'achat. Alors ce qu'on voit, c'est que en fait on importe 25% de notre PIB à peu près, 25% de notre PIB, donc déjà c'est un quart des produits qui sont achetés à l'étranger et pas tout comme vous semblez vouloir le faire croire pour augmenter dans les sondages. Voilà. le procès d'intention. Non mais c'est vrai, dans les produits manufacturés on importe énormément. Regardez les vêtements. C'est à 99% importé, les vêtements de pays à la base. Je peux vous dire que les marges sur les vêtements, j'ai discuté avec quelqu'un qui vend pour une enseigne de luxe pour enfants. Il fabrique à 4 €, les produits seront vendus à 80 €. Donc je peux vous dire que c'est un pur scandale d'ailleurs, et puis on le voit dans la qualité des vêtements. Là c'est plus une marge, c'est de la culbute. Ah ouais, c'est de la culbute, donc je vais vous dire, si ça leur coûte 4,50 € de coût de revient, ils pourront toujours le vendre au même prix, il n'y aura pas de sujet là-dessus. Mais ce qu'on peut voir, c'est par l'expérience, regardons sur l'expérience. Le Royaume-Uni, depuis qu'il y a le Brexit, la monnaie a baissé de 15%. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a le déficit commercial qui est en train de se réduire parce que les exportations explosent, mais surtout l'inflation, finalement, elle est restée très sage. Elle est à 2%. Elle est donc au même niveau que l'Allemagne. 2,2 contre 1,7. On est au même niveau que l'Allemagne. Donc et le chômage chute. Et le chômage n'a jamais été aussi bas depuis 1975. Oui, mais en Angleterre aussi, avec les contrats de travail à 1 heure, on n'est pas comptabilisé comme chômeur si on a travaillé 1 heure dans la journée ou dans le mois. Donc c'est sûr que les chiffres du chômage, on leur fait dire un peu ce qu'on veut aussi. Ça c'est juste. Mais en même temps, il y a quand même une vraie baisse du chômage tendancielle, même si le chômage n'est pas forcément... Et puis il y avait déjà ces contrats d'1 heure avant le Brexit. Donc la différence, c'est que ces gens qu'on peut faire travailler qu'1 heure, on les a appelés là où on les appelait pas avant. Je veux dire, le thermomètre a pas changé, même s'il n'est pas exceptionnel. Il y a un autre sujet qui est fondamental, si je peux me permettre de dériver, c'est le problème de la finance. Le problème de la finance, on voit bien que la finance est partout et qu'elle dirige un peu le monde. Moi, je croyais que c'était l'ennemi de notre président de la République. Ah oui, c'est vrai, mais effectivement, ça n'a pas l'air de l'être. C'était peut-être juste un appel électoral. Mais rappelons-nous, pourquoi Napoléon a créé la Banque de France et pourquoi il est important qu'on la retrouve. Napoléon crée la Banque de France parce qu'il dit, sinon ce sont les banques qui vous prêtent et la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit l'État. Et donc ça permet aux banques, en fait, puisque c'est elles qui prêtent à l'État, de tenir l'État. Or justement, nous on veut que, et je crois que l'UPR a la même vision, on veut que la Banque de France puisse prêter directement à l'État. En fait, ça va se faire peu souvent, mais ça permet de dire aux banquiers, si vous n'êtes pas content, on va voir la Banque de France. Et ça permet de retrouver le pouvoir sur la finance. L'autre chose très importante, c'est les régulations. Il n'y a aucune régulation de la finance avec l'euro. Parce que l'euro est pro-finance, pro-marché financier. Nous, ce qu'on veut faire, c'est de dire que la Banque de France peut dire... Les banques, vous allez prêter dans les marchés financiers, on vous défavorise, vous devez mettre plein de fonds propres de côté. Vous allez prêter aux PME, à l'économie réelle, ça crée de la richesse pour l'activité, c'est utile. Dans ce cas-là, vous mettez moins de fonds propres de côté. Donc on peut diriger plus vers l'économie réelle et défavoriser les marchés financiers, parce que la spéculation ne sert à rien. Donc ça aussi, cet énorme avantage d'avoir notre monnaie nationale pour reprendre la main sur la finance. Alors Sylvain Gargasson, il y a aussi un point qui est important. Regardez aujourd'hui la Banque Centrale Européenne. Elle prête aux banques françaises, allemandes, italiennes, portugaises à un taux 0. D'accord ? Ou quasi 0. Quand on achète un appartement, une maison, ou quand une entreprise décide d'investir dans une machine-outil, ça coûte très cher, ou dans un nouveau local, ça lui permet
d'emprunter à un coût très bas. Et quand on achète un crédit, les taux d'intérêt, c'est vital. Si les taux d'intérêt remontent, on peut plus acheter le même appart. Alors si on va passer d'un 4 pièces à un 3 pièces, voire d'un 4 pièces à un 2 pièces. Donc si on sortait du franc, on aurait des taux d'intérêt beaucoup plus élevés et ce serait vraiment très mauvais, notamment pour ceux qui veulent acheter un bien immobilier. Alors j'ai deux réponses. Là, on rentre dans quelque chose qui est un petit poil plus technique. Déjà, premièrement, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont en effet très faibles, mais on ne prête pas. Alors, j'ai beaucoup d'amis qui ont du mal à se faire prêter de l'argent pour acheter une maison. C'est les banques françaises qui sont frileuses, plus que les banques allemandes ou italiennes. Oui, mais vous inquiétez pas que le taux d'intérêt, ça joue. Si une banque ne peut pas se rémunérer sur un crédit, elle ne fait pas le crédit. J'ai un ami qui voulait emprunter 80 000 euros. On lui a dit sur 15 ans, on lui a dit ce n'est pas assez. La banque ne gagne que 15 à 20 000 euros. On lui a dit donc on est sur 15 ans, 15 à 20 000 euros, vous ne nous intéressez pas. Empruntez 300 ou 400 000, on vous prête. Voilà, on en est là. Et ensuite, c'était une banque française qui a dit ça. C'était une banque française qui lui a dit ça. Un ami à moi que j'ai vu ce week-end, il m'a expliqué ça, les bras lui en tombaient. Franchement, c'est hallucinant. Oui, mais bien sûr. Mais ensuite, il y a une deuxième chose. Nos parents ont connu des taux d'intérêt qui étaient bien plus hauts. Oui, mais avec il y avait une inflation et des salaires qui augmentaient en conséquence. Et voilà, vous avez mis exactement le doigt là-dessus. C'est-à-dire que si demain on me dit voilà, votre crédit vous coûtera, 15 points, et moi à partir du moment où mon salaire augmente pourquoi pas, je veux dire, j'ai 15 ans pour rembourser. Moi je sais que mes parents, quand ils ont fini de rembourser leur maison, les dernières traites, c'était de la monnaie singe. C'est-à-dire qu'ils avaient l'impression d'aller acheter un paquet de chewing-gum et une baguette. Ça n'était plus du tout les sommes qu'ils avaient eues au début. Alors certes, le différentiel semble énorme, ça semble des sommes incroyables à rembourser, mais avec l'inflation, tout se réduit. Et d'ailleurs, une des solutions pour la dette française, ce serait qu'il y ait de l'inflation. Parce que avec une inflation pas énorme, entre 3 et 5%, et vous revenez sur pas aux 14% quelques années, de la fin des années 70 non, il ne faut surtout pas retourner à des taux aussi énormes, mais une inflation, on va dire, de 3 à 5% continue, et année après année, je peux vous assurer que votre dette, elle fond comme la neige au soleil. Philippe Murer, les taux d'intérêt à zéro, c'est quand même une bonne chose, ça permet d'investir dans l'immobilier, alors que ce soit pour les particuliers qui veulent acheter une maison, un appartement, ou pour les entreprises qui veulent acheter une machine-outil, un local, etc. C'est vrai qu'on voit que depuis 15 ans, en fait, on a de moins en moins de croissance, donc des taux de plus en plus bas. On avait des taux immobiliers qui étaient à combien ? 5% il y a 15 ans. Là, ils sont à 0. 6-7, vous dites. Ouais, d'accord. Donc et là, on est autour de 0. Par contre, ça fait exploser les prix. Donc ce qu'on gagne d'un côté avec une baisse des taux, ça fait monter de façon très forte les prix. Donc l'intérêt est quand même relativement mitigé. Et vous êtes d'accord avec Sylvain Gargasson ? Dans son analyse ? Oui, je suis d'accord. Je dirais pas 3 à 5%, je dirais pas 5% d'inflation, ça devient dangereux. J'irais dire autour de 2-3, c'est bien. Après, faut pas monter trop haut parce qu'après, il y a des risques d'auto-alimentation. Sauf que, en même temps, une explosion de l'inflation, vu le nombre de gens qu'il y a au chômage, c'est peu crédible parce que il va pas y avoir une explosion des salaires comme on a eu dans les années 70. Il y a trop de pression sur les salaires par le niveau du chômage et des gens qui sont à la porte des entreprises à demander un travail. Alors, il y a quand même un autre point important dans ce domaine, c'est que si jamais on sortait de l'euro, les marchés financiers, parce que je sais que c'est des grands méchants loups, mais c'est quand même eux qui nous permettent chaque fin de mois de payer qui les fonctionnaires, qui les retraites des fonctionnaires, etc. S'ils nous prêtent plus, comment est-ce qu'on fait ? C'est la situation, Sylvain Gargasson, Argentine, décembre 2001. Mais pourquoi est-ce qu'ils nous prêteraient plus ? Parce qu'ils auraient plus confiance. Il n'y a pas de raison. Le franc restera une monnaie qui sera quand même parmi les meilleures du monde. Je veux dire, vous pensez qu'avec nos dettes à 5 000 milliards, le franc serait considéré comme une des meilleures monnaies du monde ? Alors, une des meilleures monnaies du monde, on va pas se comparer au Deutsche Mark, mais comment font les petits pays avec des monnaies je sais pas, si on prend le cas de l'Algérie par exemple, l'Algérie, sa monnaie est même pas convertible à l'extérieur, parce qu'ils ont peur que sinon ça fasse sauter leur banque centrale, et pourtant ils peuvent emprunter. Donc non, il y a aucune raison. Ça c'est toujours, on essaye de, c'est les gens qui sont pro euro qui viennent vous expliquer que si on en sort c'est la fin du monde. Mais moi je suis désolé, quand je vais dans la rue, quand je vois le chômage, quand je vois les prix, quand je vois les résultats des statistiques de votre site, je suis désolé. C'est maintenant qu'on est en train de s'effondrer. Le chômage c'est pas que l'euro. Ce n'est pas que l'euro, mais l'euro est en grande partie responsable du chômage. Si je reprends l'étude Respublica, donc Jacques Sapir et Philippe Murer ici présents, qui du coup je pense me contredira pas, une sortie de l'euro,
avec idéalement une sortie de l'Union européenne, puisque de toute façon les deux sont intriqués. Aujourd'hui, il n'y a pas de moyen juridique de sortir de l'euro sans sortir de l'Union européenne. C'est la possibilité c'est l'article 50 qu'il faut déclencher. Ça permet de récupérer les leviers de l'économie française et ça permet de faire descendre le nombre de chômeurs. Je crois que ça devait être quelque chose comme 2 ou 3 millions en 3 ans. 1 million à 2,5, oui. Voilà, entre 1 million et 2,5 en 3 ans. C'est suivant enfin, j'invite les gens à aller étudier ce document de plus près, qui est un document vraiment très bien fait. Et là-dessus, l'euro a une part prédominante. Parce que si on retourne au franc, par exemple, et qu'on dévalue, Airbus va pouvoir vendre plus d'Airbus et ils vont devoir embaucher. Et c'est pareil dans tous les corps de métier. Philippe Murer. Oui, c'est vrai que les marchés financiers, on a besoin d'eux. Alors, on a besoin d'eux déjà, on en aura moins besoin puisque la Banque de France pourra prêter directement. Donc on sort même de la loi Pompidou-Giscard de 73. Exactement, sur cette loi. Donc déjà on en aura moins besoin. C'est pas pour ça qu'on aura besoin de l'utiliser, mais déjà ça rassure les marchés financiers puisqu'il y a toujours un prêteur en dernier ressort pour prêter. Et ça évite qu'il y ait le moindre soupçon de faillite. L'autre chose, c'est n'oublions pas que la France est très crédible sur les marchés financiers parce que depuis 200 ans on n'a pas fait faillite. Alors que l'Allemagne a fait 2 ou 3 fois faillite pendant ce temps-là. Donc en fait la France n'a jamais fait faillite et donc on est crédible et les marchés financiers n'auront pas d'angoisse. Et puis la dernière chose, c'est juste... Je crois que la dernière faillite de la France c'était 1795, c'est ça ? Oui, ça doit être avec l'eau, avec les assignats. 1795, je crois. Alors la date exacte, 1797, j'ai un doute. La date à 1 an près, je ne sais pas, mais c'est pendant la Révolution française avec les assignats. Mais effectivement, les marchés financiers, ce dont ils ont besoin pour être sûr que les entreprises fassent pas faillite et l'État fasse pas faillite, c'est qu'il y ait de la croissance. Effectivement, le fait d'avoir la main sur sa monnaie, ça permet de libérer la croissance et de générer la croissance par tout un tas de politiques constructives. Donc du coup, c'est aussi un argument pour le fait qu'il n'y aura pas de problème sur les marchés financiers. Puis on l'a vu avec le Brexit. On prédisait l'apocalypse financière. In fine, ça s'est pas passé parce qu'il y a plus de croissance en Angleterre maintenant qu'avant. Alors par contre, la loi de 73 la loi de 73 a été abrogée et normalement nous sommes sous une nouvelle loi qui est une loi européenne. Oui. Et là aussi, c'est une question qui est en dehors, qui a les mêmes conséquences, mais là c'est une question du coup qui est, oui, mais là la question du coup, c'est aussi une question juridique. Ça veut dire que la sortie de l'euro seule ne suffit pas. Il faut une sortie de l'Union européenne. J'invite les auditeurs que je titille avec ce genre d'éléments à aller sur notre site upr.fr pour essayer de comprendre pourquoi. Parce que là, on a 1 heure d'émission, mais je pourrais vous en tenir des heures en vous expliquant toutes les bonnes raisons pour sortir de l'euro et de l'Union européenne. Malheureusement, on n'a pas le temps, donc j'invite les auditeurs à chercher sur Google Union populaire républicaine. Oui, il nous reste à peu de minutes. La sortie de l'Union européenne, c'est toujours à l'ordre du jour pour vous, Philippe Murer ? La sortie, soit on arrive à faire une Europe des nations et des libertés, donc, et à coopérer de façon libre entre nations. Donc soit on arrive à transformer l'Union européenne vers cela, soit effectivement on fera un référendum et ce seront les Français qui choisiront, soit on reste, soit on sort sur les bases d'un vrai débat. C'est là notre point de divergence, c'est que nous on pense que c'est absolument impossible, vu qu'on est 28 États, de renégocier les traités, d'autant plus qu'il faut l'unanimité. Et on pense que si le Front National venait à être au pouvoir, ce qui est loin d'être sûr, il perdrait énormément de temps à tenter ces renégociations et serait peut-être même plus au pouvoir après. Merci beaucoup Sylvain Gargasso, membre du Bureau national de l'Union populaire républicaine. Merci beaucoup Philippe Murer, économiste au cabinet de Marine Le Pen. Ai-je repris du poil de la bête, chère Clémence ? Non, vous avez reperdu des petits points, cher Philippe David, je suis désolé. Vous êtes désormais 86% pas d'accord.